Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session de notre série Un jour, une start-up du Hub France IA. Le Hub France IA est une association à but non lucratif dont l'objectif est d'aider l'ensemble de ses membres à s'approprier l'intelligence artificielle pour en faire le meilleur usage possible, quel que soit leur degré de maturité. Nous avons aussi le plaisir d'avoir un nombre de startups important, très dynamiques, fournisseurs de beaucoup de solutions d'IA. Et la série Un jour, une startup permet de mettre en lumière ces startups, leur savoir-faire dans des cas d'usage très concrets, ce qui permet donc d'avoir une vision très opérationnelle d'un sujet d'IA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Poissard, directeur marketing de Néovision. Néovision est une société basée à Grenoble. Elle est spécialisée dans la reconnaissance optique de caractère, les technologies de recherche visuelle, la caractérisation d'activités, mais elle assure aussi tout l'ensemble du traitement des données. Et tout ça permet vraiment d'accélérer beaucoup les projets d'IA. On peut le dire, c'est le deep learning et la computer vision qui viennent donner du sens à vos images. Je vais sans tarder laisser la parole à Mathieu, qui va donc dérouler sa présentation. Vous pourrez lui poser les questions que vous souhaitez à travers l'onglet Questions. Voilà, Mathieu, c'est à toi. Merci Gaël, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter Néovision. Pour ce qui est des questions, donc n'hésitez surtout pas à en poser. Je les traiterai à la fin de chacune des parties pour éviter de casser le rythme et de les garder tout à la fin aussi. Ça sera plus sympa de répondre au fur et à mesure. Hop, je vois que ça commence déjà à popper. Je regarde rapidement. Bon, on a juste des gens qui nous disent bonjour. Eh bien, bonjour. Et c'est parti. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter Néovision, donc, je vais vous expliquer quelle est notre ambition, quelle est notre quête. Elle est celle de mettre l'IA à la portée de tous. Et du coup, pour mener à bien cette quête, on va travailler sur deux axes. Le premier est plutôt business avec nos clients, pour qui on va développer donc, des solutions et des technologies IA sur mesure. Et donc les intégrer dans leur activité. Et un axe grand public, et sur celui-ci, on va vraiment se muer en pédagogue pour expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, aussi simplement que concrètement, pour que tout le monde en fait, puisse comprendre ce domaine scientifique, ces technologies, les tenants et les aboutissants, et casser un petit peu tous les mythes qui ont pu se créer autour de l'IA, que ce soit des peurs ou des fantasmes. Du coup, pour continuer, donc Néovision, sans grande surprise, on est une société spécialisée en intelligence artificielle. Je viendrai un petit peu plus détailler notre cœur d'expertise. Et ce qu'on propose, donc, c'est un accompagnement global pour concevoir, développer et déployer la solution IA parfaitement adaptée aux besoins de notre client. Quand je parle d'intelligence artificielle à Néovision, on travaille donc majoritairement sur du machine learning et du deep learning, donc apprentissage automatique et apprentissage profond, qu'on va appliquer à de la computer vision, tout ce qui va être donc traitement et analyse d'images automatisées. Mais outre ça, on travaille également sur deux autres domaines d'application. L'analyse prédictive, réussir à prédire des événements ou des phénomènes dans le futur en s'inspirant d'un historique d'événements passés. Et également la recherche opérationnelle, donc recherche d'optimum dans un environnement complexe aux multiples contraintes. Donc, ce qui nous caractérise à Néovision, c'est dans notre accompagnement global, qui n'est pas seulement technique et technologique, qui va être multidimensionnel. On va vraiment challenger nos clients sur leurs besoins. On a souvent des entreprises qui viennent nous voir en nous disant, voilà, j'aimerais développer cette technologie. On ne va pas partir bien en tête là-dessus et prendre le cahier des charges tel quel. On va challenger l'usage et le ROI réel de cette technologie pour voir si c'est bien celle dont notre client a besoin. Ça nous arrive régulièrement de challenger, de trouver en fait des projets qui ont beaucoup plus de sens pour nos clients. Et après, on va également donc, les accompagner dans la conduite du changement, dans de la formation aussi, pour qu'ils puissent vraiment s'approprier la technologie. À Néovision, donc, on est aujourd'hui plus d'une trentaine. On est composé à un bon 80% d'ingénieurs et de mathématiciens, de docteurs en IA. Et on a à cœur en fait que ces personnes-là soient capables de transmettre leur savoir et qu'ils aient justement cette dimension dont je parlais tout à l'heure, un peu pédagogue, pour vraiment expliquer ce qu'ils ont pu faire et accompagner le client tout au long du projet. Une chose qui nous caractérise, c'est vraiment on se concentre sur la bonne compréhension du métier de notre client et de ses contraintes
parce que si jamais on loupe quelque chose, on va développer une technologie qui ne sera pas adaptée à l'environnement de travail du client, avec donc toutes les contraintes qu'il comporte. Donc ça, on va les prendre à bras-le-corps dès le début du projet, dans la conception de la solution. Et ensuite, on peut viser tout type de déploiement pour nos intelligences artificielles, que ce soit du cloud, on-premise, donc sur un serveur local ou un gros PC industriel, sur des smartphones ou encore même sur du microcontrôleur pour faire du edge computing. On va même jusqu'au capteur. Quand je parle d'accompagnement global et sur mesure, voici un petit peu à quoi ressemble un cycle de vie d'un projet à Neovision. On va commencer par une phase de diagnostic où on va regarder les données en présence, les mettre en résonance avec des problématiques ou des objectifs chez notre client pour développer le bon projet qui va venir exploiter ces données pour répondre à une problématique. Donc, à la fin d'un diagnostic, en général, on a plusieurs projets qu'on va venir hiérarchiser et prioriser. Et celui qui arrive en haut de la liste, on va donc le transformer en réel projet. À Neovision, on va rentrer dans une phase d'étude, de conception. On va faire des choix technologiques. On va déjà faire des petits tests sur les données pour voir si tout répond bien. Et si c'est bien le cas, on passe dans une phase de prototypage où on va en fait avoir une V1 plutôt de cette première technologie qu'on va pouvoir mettre entre les mains de notre client pour qu'il vérifie et qu'il valide les performances et l'usage de la technologie. Et si tout est bien validé, on rentre dans une phase d'industrialisation où là, on va optimiser la technologie et vraiment en fait la faire matcher avec les contraintes du client. Des fois, dans un prototypage, on va pouvoir s'affranchir de certaines contraintes pour vérifier juste une faisabilité. Dans l'optimisation, on ne va pas le faire et on va les intégrer. Et ensuite, donc pour le déploiement, c'est vraiment du développement logiciel, de l'intégration, de l'interfaçage pour que la brique technologique qu'on a développée vienne parfaitement s'intégrer dans le système informatique déjà existant de notre client ou dans la cible choisie. Et ensuite, une phase de support où on va proposer de la maintenance, tant corrective qu'évolutive, mais aussi beaucoup de formation. On va ouvrir le capot des technologies qu'on crée pour que notre client puisse concrètement comprendre ce qu'on a fait et le prendre en main avec ses équipes internes s'il en a. On travaille avec tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise, de la start-up au grand groupe. Ça va plutôt être notre façon de les accompagner qui va changer. Les start-up, on va faire preuve de beaucoup de flexibilité et de projection dans le temps aussi. Une startup, elle va avoir besoin d'une vraie roadmap technologique parce que la plupart du temps, il va y avoir une levée de fonds. Et du coup, ils ont besoin de savoir aussi quels seront les milestones dans le projet. Il va y aussi avoir beaucoup de pivots stratégiques pour une startup. Donc, il faut qu'on fasse preuve de flexibilité pour les accompagner dans ces pivots-là. Pour les PME et les ETI, donc c'est les entreprises qui vont avoir des fois le plus de mal à se lancer dans un projet IA. Par contre, c'est avec elles qu'on va voir les effets de levier les plus importants sur leur business. On va venir remodeler concrètement leur business. On va ajouter de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services à leur proposition de valeur, ou même sur leur process, que ce soit en back ou en front. Et pour les grands groupes, on va vraiment se muer en une équipe de data science exportée, externalisée. Et en fait, on va travailler avec des business units plutôt innovation, R&D. Et du coup, on va prototyper rapidement des technologies pour leur permettre de tester le potentiel de ces technologies. Et après, le vrai challenge avec les entreprises de cette taille, ça va être dans l'industrialisation, parce que déployer une technologie dans un grand groupe, c'est autrement plus difficile que de le déployer dans une PME. Là, un petit exemple de référence client avec qui on a pu travailler. Donc, ça caractérise un petit peu ce que je disais juste avant. On va retrouver des startups, ETI et également grands groupes. Si jamais il y a un logo qui retient votre attention, n'hésitez pas à me le faire savoir via une question. Je pourrais peut-être y revenir dessus en fonction du niveau de confidentialité qu'il y a sur ce projet. Donc, Neovision, on existe depuis 2014 maintenant. On va doucement mais sûrement vers nos 8 ans. On est 32 depuis lundi. On a accueilli 2 nouvelles personnes. On a accompagné plus de 100 clients sur plus de 300 missions depuis la création de la société. Il faut savoir que Neovision, donc on est 100% autofinancé. On n'a aucun financement externe, on n'a fait aucune levée de fonds. C'est seulement la confiance de nos clients qui nous a permis de grandir. Et ça se traduit aussi par le nombre de missions qu'on voit quand on met en comparaison avec le nombre de clients. On fait à peu près 3 missions par client. On s'assure en fait d'avoir une satisfaction maximale chez nos clients et c'est pour ça qu'ils nous font confiance et qu'ils nous renouvellent régulièrement cette confiance. Notre expertise d'aujourd'hui est quand même
relativement bien reconnu, j'ai envie de dire, tant au niveau institutionnel et public. Donc, on est une des sociétés fondatrices de MIAI, l'Institut 3IA de Grenoble, créé par le gouvernement français. On est référent logiciel expert data pour Minalogic, le pôle de compétitivité mondiale de la région Aura, donc spécialisé dans nanotech, semi-conducteurs, logiciels et donc intelligence artificielle. On favorise le transfert technologique pour ce pôle des labos vers l'industrie. Pour BPI France, on est un consultant officiel aussi en data et en IA. Et on peut donc proposer le Diag Data IA à nos clients, donc, qui ont une prestation en partie financée par BPI France, dans le but de faire émerger des projets. On donne beaucoup de cours à l'UGA, donc un des projets IDEX en France, une future grande université. Donc, tant au niveau technique qu'au niveau acculturation sur l'IA. Et après, donc, au niveau plus privé, donc on est la première société partenaire de NVIDIA en France, donc dans la catégorie AI Consulting. Ils sont venus des États-Unis pour nous auditer, tant sur notre dimension technique, pédagogique, mais également sur la pérennité de l'entreprise. Et du coup, on a rempli ces trois critères et on a été marqué Preferred Partner. Pour HPE, donc on est également partenaire. Donc eux, ils vont plutôt nous aider à définir les bonnes infrastructures quand on a besoin d'HPC. On est également partenaire de NetApp sur tout ce qui va être collecte, structuration et accessibilité de la donnée. Et avec l'INRIA, donc on a un fort lien. 2 des 3 fondateurs proviennent de l'INRIA. On travaille dans des équipes d'IA là-bas. Et on fait régulièrement des échanges. Eux nous font passer des papiers de recherche qui sortent de leur labo. Et nous, on va leur faire des prestations d'ingénierie pour passer un petit peu plus sur l'applicatif par rapport à leur recherche. Enfin, donc, à Néovision, on a une forte dimension éthique. Donc, on a créé une charte éthique il y a 1 an et demi maintenant, je crois, pour vraiment marquer noir sur blanc notre vision de l'éthique, notre éthique à nous. Et du coup, en fait, on a défini des valeurs fortes à Néovision autour desquelles on a réussi à fédérer toute notre équipe. Aujourd'hui, quand on recrute, les compétences, c'est une chose, bien entendu, mais les valeurs, la vision et la personnalité, c'est tout aussi important. Et en fait, on s'assure que les personnes qui nous rejoignent partagent en fait cette éthique et qu'ils aient envie en fait de viser dans la même direction que nous. Le but, c'est vraiment d'avoir un impact positif avec nos technologies, tant au niveau environnemental qu'au niveau humain. Très régulièrement, quand il y a un projet qui arrive à Néovision et où il y a un doute, on va réunir un comité d'éthique où en fait toute la société est réunie et on discute sur ce projet et on voit en fait si on le fait ou non. Il faut savoir que ce comité il peut être saisi par n'importe quel salarié à n'importe quel moment sur un projet dès lors qu'il pense ou qu'elle pense qu'il y a un souci éthique sur un projet. Et donc régulièrement, on en refuse. Le mois dernier, on en a refusé 2. Des fois, on ne va pas les refuser totalement. Par contre, on va faire une réponse alternative par rapport au projet initial dans le but d'éviter toute dérive de la technologie. Donc voilà un peu pour Néovision. Je vais aller voir si on a déjà des questions. On n'en a pas. J'espère que ça a été clair, que vous voyez un petit peu donc, qui on est. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des dernières avancées en IA, les grands sujets qui nous intéressent et sur lesquels on essaie d'avancer à Néovision. Il faut savoir que la R&D et l'innovation à Néovision, ça fait vraiment partie de notre ADN. On a créé plusieurs technologies qui ont été brevetées avec nos clients. On publie également des papiers de recherche, tant sur de l'applicatif que sur de la méthode d'intelligence artificielle. On y reviendra juste après. On fait une veille constante. Bien entendu, on est spécialisé, on fait de la R&D pour nos clients, on est obligé d'être à l'état de l'art. Et là, on a sorti donc une série d'articles vulgarisant cette veille technologique. Donc, chaque mois, notre directeur R&D nous présente les derniers papiers de recherche qui l'ont marqué. Et du coup, on en sélectionne 1 ou 2 qu'on va vulgariser pour le mettre à disposition en fait, de tout le monde, que tout le monde puisse comprendre voilà, ce qui se passe en IA et comment ça avance. On fait aussi beaucoup de partenariats avec des labos de recherche dans tous les domaines, donc principalement sur de la vision, mais pas que. On va aussi être assez proche d'équipes qui vont travailler, par exemple, sur le hardware, des compétences qui sont bien complémentaires avec les nôtres. Et on investit donc depuis plusieurs années maintenant fortement sur la R&D, sur des sujets porteurs qu'on sent bien et qui intéressent nos clients. Par exemple, là, il y a des sujets donc
qui nous intéressent. On ne va pas forcément investir sur chacun d'entre eux, mais c'est des projets, c'est des sujets qui reviennent régulièrement et sur lesquels on travaille avec nos clients. Donc, sur la génération et de l'augmentation de données, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire cela. Et sur de nombreux projets, on a été obligé de passer par de la génération de données pour augmenter un jeu de données qui était trop faible, pas assez dense. Donc voilà, il y a de fortes avancées dans ce domaine-là et c'est quelque chose qui nous vaut bien et qu'on suit de près. On a notamment beaucoup travaillé sur les GAN. On a également publié un papier de recherche sur la fusion multimodale. Donc, dans le cadre du véhicule autonome, on a proposé une nouvelle architecture et une nouvelle méthode de fusion de capteurs. Donc, pour mixer un capteur RGB classique avec un capteur infrarouge. Le but, en fait, c'est d'avoir toujours 100% de l'information qui soit analysée, qui soit disponible, même s'il y a une occlusion sur l'un des capteurs, une défaillance sur l'un des capteurs. Donc, dans le véhicule autonome, ça peut être, je sais pas, une fiente de pigeon qui vient sur un des capteurs, bon, on ne voit plus sur le RGB ou sur l'infrarouge. Il peut y avoir voilà, un petit jeton, un petit impact qui vient dégrader l'image. Ou, par exemple, sur du RGB, un éblouissement auquel sera insensible l'infrarouge. Et l'infrarouge, par contre, lui pourra être sensible sur des points chauds, contrairement au RGB. Donc, en fait, il peut y avoir une défaillance sur l'un des capteurs qui va être en fait contrebalancée par l'autre capteur de manière intelligente par notre nouvelle méthode. Ça, c'est un papier que vous pouvez retrouver facilement sur notre blog si ça vous intéresse et on pourra en discuter aussi si vous voulez plus d'infos. On travaille aussi de plus en plus sur la réalité augmentée. J'ai un exemple juste après avec l'un de nos clients. C'est un domaine qui est très connecté en fait avec l'intelligence artificielle. Il y a besoin de beaucoup de computer vision, hein, c'est intrinsèque avec la réalité augmentée. Et c'est des projets qui nous bottent bien. C'est vraiment un sujet qui nous hype à Neovision, tant au niveau fonction support qu'au niveau des fonctions techniques. On travaille aussi de plus en plus sur de l'analyse 3D, que ce soit de la reconstruction ou de l'analyse de la segmentation, par exemple, sur des images 3D. C'est un domaine qui est en plein boom. Nous, on le voit avec nos clients, et ils nous sollicitent de plus en plus sur des données donc, qui sont en 3D ou des données qu'ils ont en 2D qui veulent faire passer en 3D. Donc là, on est sur de la reconstruction de 3D à partir d'images 2D. On voit de plus en plus de sujets popper à ce propos. Et on travaille également sur le traitement et la visualisation de données. Donc, je vous présenterai un outil qu'on a développé en interne qui est vraiment axé là-dessus. On va travailler sur du clustering, la détection d'outliers et de corrélations, mais également sur de la visualisation. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui n'ont pas de solution pour correctement visualiser leurs données. Et donc, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. On connecte aussi ces sujets avec l'annotation, qui est une phase stratégique et critique dans tous les projets clients qu'on peut avoir. Et du coup, voilà, on a développé une solution pour répondre à tous ces besoins que je vous présenterai un petit peu après. Hop, je vais rechecker, voir s'il y a quelques questions ou non. Oui, elle est disponible en ligne. Alors, elle est disponible, la charte éthique, via notre podcast, l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises, IA éthique. Mais là, du coup, on a j'ai dans ma to-do list le fait de l'ajouter de manière beaucoup plus facilement trouvable sur notre site web, en faire une page à part entière. Après, je pourrais vous l'envoyer aussi par mail, il n'y a aucun souci. C'est dans ma to-do list, mais je peux vous le faire juste pour vous. Un projet d'analyse 3D déjà mené. Ouais, j'en ai un qui arrive juste après. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est dans le domaine médical. Et d'ailleurs, alors, je ne sais pas si je commence par ça. Non, je crois que je commence par l'industrie. Donc, nous, on a 6 grands marchés à Neovision. Donc, le premier, c'est l'industrie. Et on a travaillé sur de multiples sujets. Donc, sur l'identification de dommages. Là, c'est avec Michelin qu'on a travaillé sur l'identification de dommages sur des pneus d'avion. Donc, en fait, on a une technologie qui est aujourd'hui disponible via un smartphone. L'opérateur prend en photo le dommage qu'il trouve sur un pneu et automatiquement, notre technologie va le détecter et le classifier. Donc, je ne sais plus combien on a de classes, mais on en a plusieurs dizaines. Et on va pouvoir indiquer quel type de dommage c'est, sauvegarder la photo pour assurer une bonne traçabilité des événements survenus sur la durée de vie du pneu. Il faut savoir que les pneus d'avion, ils sont en général réparés 3 fois sur leur durée de vie. On appelle ça le rechappage.
Et donc, c'est important de savoir combien de fois il a été réparé, quel type de réparation il a subi aussi, pour voir si ça ne met pas en danger la qualité structurelle, on va dire, du pneu. Et donc, hormis cette sauvegarde, on va avoir accès aussi à une procédure validée par Michelin et standardisée pour donner accès aux techniciens aux bonnes pratiques et à la procédure qu'il doit mettre en place en fonction du dommage qui est en présence. On a fait également de la détection de défauts. Donc là, c'est sur des implants chirurgicaux, donc un fabricant suisse qui visait à du zéro défaut absolu. Il fallait qu'il n'y ait aucun défaut qui puisse passer la ligne de production et le contrôle qualité, que ce soit une rayure, une petite décoloration, un impact, un copeau collé. On se fichait un petit peu de classifier le défaut. Il fallait juste qu'on arrive à le détecter et toute détection devait mettre au rebut la pièce. Donc là, on a prototypé, on s'est entouré de partenaires avec qui on avait fait un dôme d'éclairage sur mesure pour éviter les réflexions. Donc ça, c'est un projet qui remonte à 2015. Donc on n'aurait sûrement pas les mêmes approches aujourd'hui, mais c'était un challenge qu'on a relevé et qui était plutôt cool à l'époque. On a fait aussi donc, de la lecture automatique avec notre technologie OCR. Donc là, c'est une image ultra zoomée. C'est une peau de veau qui rentre en tannerie. Donc on a fait ça avec le CTC, le Centre technique du cuir. Donc en fait, on a les peaux qui rentrent dans les tanneries et avant en fait, donc un opérateur devait venir lire la gravure laser sur la peau, rentrer la référence dans l'ERP et du coup c'était comme ça que la traçabilité était faite. Le problème c'est qu'il y avait énormément d'erreurs de saisie et des oublis aussi, des peaux qui n'avaient jamais été renseignées. Donc on a développé une technologie qui sur la peau, donc elle fait peut-être 1,50 m de long, qui vient détecter la zone d'intérêt, la zone de gravure, et ensuite un zoom est fait sur cette zone-là, et on applique notre technologie OCR pour venir lire les caractères, et on a de très très bonnes performances, malgré le fait que les caractères subissent de très fortes déformations tout au long des processus. En fait, il y a plusieurs plusieurs traitements qui vont être appliqués sur le cuir, et du coup, les caractères vont être de plus en plus déformés, et notre technologie permet d'être robuste là-dessus. Et ça a été justement breveté, cette technologie, donc tant sur le système d'acquisition que sur l'OCR. Et là, on vise un déploiement dans les tanneries européennes. Là, pour l'instant, ça a été déployé dans les tanneries françaises. Et donc, je parlais tout à l'heure de réalité augmentée. Donc ça, c'était la toute première version de l'application. Aujourd'hui, elle a quand même bien évolué, mais on n'a pas encore fait de vidéo. Là, c'est avec Schneider Electric. C'est pour créer en fait de manière automatique des jumeaux numériques. Donc, on vient sur un flux vidéo en embarqué, détecter les disjoncteurs. Donc, on a une première phase de détection et ensuite, on a notre technologie OCR qui va venir lire la référence sur la zone d'intérêt qui est donc l'étiquette du disjoncteur. Et donc, tout ça, ensuite, c'est exportable avec les plans de toute la pièce pour avoir voilà, une bonne connaissance du site et de l'installation. Donc là, on voit que en fait, l'écran, la bounding box est bleue au début, puis elle devient verte quand l'identification a été bien faite. Donc ça, c'était la V1 de cette technologie. Hop. Donc voilà pour l'industrie, quelques exemples. Il y en a d'autres. Si jamais vous avez eu des logos qui vous avaient marqué, on pourra revenir là-dessus. Au niveau du numérique, donc on va s'adresser à toutes les sociétés qui travaillent dans le numérique, que ce soit des éditeurs de logiciels, des éditeurs d'applications web ou mobiles, voilà, les pure players. Typiquement, c'est avec ces gens-là aussi qu'on va travailler. Donc, on a travaillé avec OneAdvisor, une application un réseau social autour du vin. Et on a développé en 2015 une technologie de reconnaissance de la bouteille en prenant simplement une photo. Donc, les gens ne connaissent pas très bien OneAdvisor. Ils n'ont pas été très, très forts en com. Ils ont été rachetés par Leclerc il y a 2 ans. Et les gens connaissent plus Vivino, mais globalement, c'est le même usage. C'est pas la même techno. Mais du coup, on est capable, c'est une technologie de recherche visuelle. On prend en photo l'étiquette, on va reconnaître le logo et aller rechercher cette référence parmi 1 million de références en moins d'1 seconde. On a également mis de l'OCR dans cette technologie pour venir lire le millésime, pour améliorer en fait la recherche et s'assurer qu'on pousse les bonnes informations, parce qu'un vin de 2002 n'aura pas la même qualité peut-être qu'un vin de 2010. Là, on travaille actuellement sur un vaste projet qui a été financé via un plan PIA.
on est en train de créer une plateforme pour le textile français. Et du coup, dans cette plateforme, on intègre pour l'instant une fonctionnalité de matching de produits et de détection de contrefaçon potentielle. Donc, on a les créateurs français qui viennent uploader leurs motifs. Ces motifs sont donc renseignés dans notre base de données. Et ensuite, on va venir crawler le web, différents sites web, Google Images également, pour trouver des vêtements sur lesquels, en fait, on va faire un traitement d'image, donc un zoom, pour sortir vraiment le motif. Et en fait, on fait de la comparaison ensuite entre ces motifs. Et lorsqu'il y a une correspondance, une alerte est poussée auprès du créateur qui va pouvoir la qualifier. Est-ce qu'elle est légale? J'ai un contrat commercial avec cette marque, j'ai vendu mon motif, du coup, il n'y a pas de souci, c'est normal qu'ils puissent l'utiliser. Je n'ai pas de contrat commercial avec cette marque, ils ont utilisé mon motif, et dans ces cas-là, il peut saisir un huissier de justice. Outre cette fonctionnalité, on va également travailler sur un catalogue intelligent, donc avec de la recherche intelligente pour trouver, avec quelques mots-clés, les bons motifs très rapidement. On va également faire de la détection de tendances pour voilà, aider les créateurs, les guider sur les tendances actuelles en analysant les réseaux sociaux et de l'aide à la création également. On travaille également sur la Smart City. Donc, Smart City, c'est assez large. Hein. On va du bâtiment intelligent, véhicule autonome. Là, par exemple, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc la détection de piétons sur des images multimodales. Donc ça, c'était la première version de notre prototype, où on avait des images en fait composites. On mixait deux images infrarouges et RGB avant d'avoir cette nouvelle méthode de fusion de capteurs multimodales. Et donc, on faisait ensuite, on avait une technologie de deep learning et de computer vision qui venait détecter les piétons. Et à l'époque, on avait dépassé l'état de l'art en détectant 5 secondes plus tôt les piétons avec un taux de confiance supérieur de 11 points. Donc, on était pas peu fiers de cette performance. Et là, actuellement, on travaille donc sur les bases de cette technologie sur laquelle on va ajouter du tracking, parce que bon, savoir qu'un piéton va traverser ou non, c'est plutôt intéressant si l'intérêt c'est de freiner pour le véhicule autonome. On a fait quelque chose de similaire aussi avec Schneider Electric. On avait embarqué dans un petit capteur infrarouge des algos qui permettaient en fait de déduire l'activité des personnes dans une pièce en fonction de leur posture. Et du coup, de manager la CVC, donc le chauffage, ventilation, clim de la pièce. Par exemple, si tout le monde était assis autour d'une table, on en déduisait que c'était une réunion et du coup, on augmentait légèrement la température de façon à ce que personne se dise à un moment, je me les pèle, je vais augmenter de 2 degrés le chauffage et du coup, ça entraînait des petits pics de consommation. Là, on travaille aussi avec une société parisienne sur l'optimisation de parking. Donc, en entrée, on va prendre des plans de la surface disponible. Et notre algo, donc un algo génétique, va sortir plusieurs propositions pour maximiser le nombre de places pour chaque parking. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. On a un proto qui est en train de cartonner. On est en train d'industrialiser la technologie pour l'amener très rapidement sur le marché. On travaille également avec Nlabs et donc les personnes du Hub France IA qui sont sur le groupe de travail construction en ont entendu parler. Donc Nlabs, c'est une société qui fait un boîtier de timelapse avec 2 capteurs qui ont parfaite autonomie. Il fonctionne sur panneaux solaires. Et du coup, on a fait tout d'abord de la fusion d'images pour s'assurer que l'image provenant des 2 capteurs soit uniforme et bien jolie, parce qu'il peut y avoir des différences de luminosité si le soleil est plutôt à droite qu'à gauche, par exemple. Et donc sur ces images-là, maintenant, on a également intégré des algorithmes de détection de personnes, de véhicules et d'engins de chantier pour en fait suivre et analyser l'activité du chantier à chaque instant. On a fait quelque chose de similaire, mais pour un autre usage, c'est plutôt pour connaître l'affluence des lieux publics, donc que ce soit des centres commerciaux, des grandes salles d'escalade, par exemple, à Grenoble. Et il l'avait utilisé aussi pour mesurer l'impact des décisions gouvernementales sur la distanciation physique lors de la première vague de Covid. Et du coup, ils avaient pu démontrer l'impact des décisions où les gens respectaient quand même, mine de rien, cette distanciation. On travaille également dans le domaine de la santé. Et là, on va venir justement à l'exemple qui m'était demandé juste avant sur le 3D.
Donc il viendra après. On a travaillé donc avec Wright Medical sur un assistant pour la planification chirurgicale pour la pose de prothèses d'épaule. Donc on a développé un assistant qui va guider le chirurgien. Il faut savoir qu'en fait, la pose de prothèse d'épaule, c'est ultra galère. Il y a très très peu de grands spécialistes pour faire ces opérations chirurgicales. Et en général, dans 20% des cas à peu près, les interventions vont entraîner des grosses complications post-opératoires. Et le but, en fait, c'était de faire chuter ce pourcentage-là. Donc là, on est en train de développer cette techno qui oriente le chirurgien sur le choix de la prothèse. En gros, il y a 2 grandes familles de prothèses. Là, on voit que la forme un petit peu arrondie se situe au niveau de l'épaule. En fait, ça peut être le contraire, la forme concave qui s'intervertit avec la forme arrondie. Donc, on va déjà définir quelle est la meilleure prothèse possible. On va aussi définir quelle est la longueur de la tige et le type de la tige qu'il faut choisir et son positionnement pour maximiser les chances de succès. On travaille également actuellement sur un projet Bioaster Biomérieux sur l'analyse de frottis. Donc, c'est l'analyse d'images microscopiques où on vient analyser ce qu'on peut voir à l'écran. Donc là, je n'ai pas trop droit d'en dire plus. C'est sous forte confidentialité. Mais si le projet atteint des performances très élevées et que tout le monde est content, je pense qu'on pourra en dire plus. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour en savoir plus si vous le souhaitez. Avec un autre grand groupe de santé, on a travaillé sur la détection et la reconnaissance d'aliments. Donc ça, c'est intégré dans une application mobile. On prend en photo son assiette et ça va nous dire qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette et quels sont les macronutriments présents dans ces aliments. Aujourd'hui, ça marche sur les aliments ou les plats typiquement reconnaissables. Si on fait un plat mijoté avec une recette un peu perso, forcément, ça ne marchera pas. Et là, la prochaine étape, ça serait de quantifier ce qu'il y a dans l'assiette, parce que manger 100 grammes de haricots verts ou en manger 1 kilo, ça ne va pas avoir le même impact sur notre organisme. Donc ça, c'était vraiment pour accompagner les patients diabétiques, pour en fait s'assurer que ce qu'ils vont manger ne va pas faire exploser leur indice glycémique. Et donc, on en vient à l'analyse 3D. On travaille avec la startup Lovis. Donc, on travaille avec 2 clients dans le dentaire. À chaque fois, c'est sur de la 3D. Donc, Lovis, eux, ils proposent une plateforme de téléconsultation et de prédiagnostic dentaire, notamment à viser des personnes âgées qui sont en EHPAD, qui sont en forte situation de dépendance et qui ont du mal à se déplacer en cabinet. Il y a des infirmières qui vont en EHPAD avec des scanners intraoraux 3D, et elles les passent dans la bouche des personnes. Donc déjà, ça, c'est une petite galère apparemment, parce qu'il y en a pas mal qui se font mordre. Et quand ils y arrivent, donc, ils font passer le scanner, ça produit un scan 3D des dents qui est envoyé sur la plateforme. Et là, on a nos algos qui vont venir segmenter chacune de ces dents et classifier ces dents-là en disant s'il y a du tartre, des caries ou des dents à l'état racine. Donc les dents à l'état racine, c'est des dents cassées. Et automatiquement, on va produire un compte-rendu qui reste modifiable par le chirurgien dentiste. Ça, c'est une obligation légale. Hein. Il en va de la responsabilité du chirurgien. Il va donc pouvoir modifier ou non le compte-rendu qui va expliquer donc quels sont les conseils d'hygiène à avoir, est-ce qu'il y a une consultation à prévoir et dans combien de temps, en fonction de ce prédiagnostic. Donc ça va augmenter la bande passante, ça permet aussi à ces personnes âgées qui ne se déplaçaient plus en établissement dentaire de renouer un petit peu avec leur parcours de soins au niveau dentaire. On travaille aussi donc sur l'énergie et l'environnement. Ça, c'est des domaines qui nous tiennent de plus en plus à cœur. De toute façon, tout le monde est au courant de la situation environnementale dans laquelle on est. Et du coup, donc, hormis le fait qu'on essaie de trouver des projets qui ont un impact direct sur l'environnement, on essaie aussi, nous, dans nos conceptions, d'être les plus responsables possibles et les moins impactants. Donc, on va faire attention à nos entraînements. On ne va pas faire des entraînements à tire-larigot en se disant que de toute façon, on ne voit pas l'impact. On sait très bien que l'immatériel a un impact matériel conséquent. Donc, on essaie de faire attention dans nos modes pratiques aussi. On travaille par exemple avec Pellin-Questé, qui est un fabricant de machines industrielles de tri. Ensuite, ils vendent ces machines au centre de tri. Et du coup, on a utilisé donc, du deep learning et de la computer vision pour venir segmenter et classifier les déchets sur un convoyeur. Donc, tout ça se traite en embarqué on-premise, parce que c'est un PC industriel qui est intégré dans la machine. Et du coup, on traite les images en moins de 3,5 millisecondes. Donc, c'est plus rapide que leur convoyeur. C'était une des contraintes qui avait été énoncée dès le début.
et on a un taux de bonne classification qui est à plus de 97%. Et du coup, en fait, on va venir classifier des emballages qui soient alimentaires ou non alimentaires, PET ou non, colorés ou transparents, avec une étiquette ou non, pour en fait améliorer derrière les performances du recyclage. Un bon tri, derrière, c'est un meilleur recyclage forcément. Quand je disais qu'on était aussi pas mauvais en recherche opérationnelle, on a travaillé sur de l'optimisation de tournée avec une société de transport qui s'appelle Transarc. Et là, par exemple, c'est intéressant, ils étaient venus nous voir avec un besoin spécifique, donc plutôt sur de l'OCR pour faciliter en fait le recrutement. Et on les a un peu challengés en leur demandant si c'était vraiment de l'ajout de nouvelles ressources dont ils avaient besoin ou plutôt de l'optimisation de ressources déjà existantes. Et en creusant, en fait, on a complètement réorienté le projet sur de l'optimisation de tournée. Et en fait, on a développé un soft qui permet de faire du switch entre conducteurs et secteurs. Donc, on peut prendre 4 secteurs et 4 conducteurs simultanément et proposer des réajustements entre ces conducteurs et ces secteurs pour maximiser l'efficacité des tournées. Le but des tournées, c'était exactement de limiter le kilométrage à vide. En gros, c'était pour du ramassage scolaire et chaque kilomètre parcouru sans le moindre écolier dans le bus, c'était en gros 1 euro de perdu pour la société. Et du coup, sur par exemple un secteur, on pouvait faire économiser à la semaine 500 km. Mis bout à bout, donc c'est des centaines de chauffeurs, c'est des centaines de secteurs. Ils ont économisé 500 000 euros sur la première année. Et du coup, ils étaient assez ravis de tout ça. Ça leur a permis d'être en hyper-croissance. Aujourd'hui, ils rachètent une société, ils utilisent le soft et ils la rentabilisent. Du coup, ils sont en hyper-croissance. Ça nous a valu de passer dans TF1, qui justement en fait présentait ce projet. Ils sont venus nous voir dans nos locaux, voir un petit peu ce qu'on avait fait, comment on avait pu les aider. Donc, c'est vraiment un projet qui, moi, personnellement, me rend fier. On a travaillé aussi sur un assistant d'empaquetage, donc avec quelqu'un du numérique, mais sur une problématique bien physique. Donc, c'était une société qui envoie des produits du jardin pour l'entretien du jardin, l'aménagement. Ils avaient une problématique, c'était que leur préparateur commande faisait ça un petit peu à l'arrache, ils mettaient les produits dans le carton, ça rentrait plus, ils envoyaient. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart du temps, les cartons, ils partaient à moitié vides. Du coup, en fait, on a utilisé donc de la recherche opérationnelle pour créer un assistant d'empaquetage. Et aujourd'hui, donc, on voit à gauche, ça c'est le détail de la commande du client. On a une visualisation du carton à choisir et du contenu qu'on doit répartir dedans. Et du coup, en fait, on vient assister le préparateur dans la bonne disposition des éléments dans le carton. Du coup, maintenant, notre client, il va préparer des cartons qui sont bien pleins. Et on a utilisé un peu la même technologie avec d'autres contraintes pour le remplissage des camions. Donc avec des contraintes du type première entrée, dernière sortie, des contraintes de poids et de fragilité également de certains colis. Et du coup, maintenant, notre client, il fait partir des camions qui sont pleins avec des cartons pleins. Donc, moins de cartons utilisés et un transport qui est optimisé. On ne fait pas de la route pour transporter de l'air. Donc ça, c'est un exemple avec notre outil Tadaviz qui permet de faire de la visualisation de données, du traitement de données, la corrélation, du clustering. Et en gros, on a travaillé avec une grosse boîte de l'énergie sur le design de turbines, sur l'évaluation plutôt des designs de turbines. Et du coup, en fait, en projetant certains paramètres, ça leur a permis de cibler les meilleurs designs qui allaient avoir les meilleures performances. Du coup, c'est assez technique et on ne peut pas trop rentrer parce que là aussi, il y a pas mal de confidentialité. En gros, ça leur a permis d'accélérer leur phase de R&D de sélection de design. Hop, alors j'ai entendu pas mal de petits bips. Je suppose qu'il y a quelques questions. Ouais, on a bien des éléments complémentaires alors c'est pas sur notre blog, c'est sur notre site web dans la catégorie réalisation. Il y a tout un article qui explique ce qu'on a fait avec Transarc. Et quel KPI ils ont pu obtenir suite à tout cela. Quelle base de données utilisez-vous dans le cas de Michelin? Dans le cas de Michelin, on utilise leur base de données. Donc en fait, on les a accompagnés dès le début du projet. On leur a donné un protocole d'acquisition. Ensuite, les opérateurs ont pris en photo des pneus. Donc ils en avaient qu'ils avaient stockés pour faire des tests. Et des réalités terrain aussi, où ils prenaient en live. Et du coup, on a utilisé ces images-là pour faire notre apprentissage.
Le logiciel OCR a été développé en interne, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on a un socle technologique qu'on va venir utiliser et spécifier, mais je vais y venir juste après. Et sur la prothèse, votre équipe non, alors c'est plutôt la société cliente qui va en parler. Donc, alors, j'ai pas le droit de citer la société française avec qui on a discuté, mais si vous faites vos recherches, vous retrouverez. On a travaillé avec Wright Medical. Ça, j'ai le droit de vous le dire. C'est un groupe américain qui est spécialisé dans les prothèses. Donc, ils ont racheté une boîte française avec qui on a travaillé, qui avait un logiciel en fait qu'ils intègrent maintenant dans toute leur proposition de valeur. Et nous, on a fait une brique pour ce logiciel-là. Heureusement, je n'ai pas le droit de vous en dire beaucoup plus. Il faudrait qu'on soit sous accord de confidentialité pour aller un peu plus dans le détail, malheureusement. Alors, une question de Gaël aussi. Dans l'énergie. En fait, la technologie, on va avoir, c'est plutôt des workflows qu'on a. On a des socles technologiques donc, qui sont assez généralisés. On va venir spécifier la techno sur une tâche et un type de données. Après, en fait, dans l'IA, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, ça va plutôt être ce qui est galère, c'est d'obtenir les bonnes données pour venir la spécifier. Après, on va avoir des fois des contraintes qui sont assez spécifiques aussi, mais ça sera des développements spécifiques d'optimisation de la technologie pour qu'elle soit adaptée à ces contraintes-là. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est d'avoir les bonnes données qui soient utilisables, exploitables pour venir spécifier notre techno. Et après, là, il y a beaucoup de projets aussi dont j'ai parlé qui sont faits ad hoc, from scratch. On n'est pas reparti de socles qu'on avait développés en interne. On est parti de zéro et puis ça a été des projets montés de A à Z en sur-mesure. C'est quand même vraiment notre ADN aussi de faire du sur-mesure. C'est grâce à tous ces projets qu'on a fait qu'on a pu capitaliser et créer des socles technologiques qu'on peut maintenant utiliser pour d'autres clients et accélérer des projets IA. Du coup, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait quand même une belle mission aussi pédagogique qui nous tient à cœur. Et concrètement, ça prend différentes formes. Mais pourquoi on le fait? Donc, c'est pour vraiment vulgariser les dernières avancées et faire monter aussi tout le marché en maturité. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre pour tous les acteurs de l'IA. Le but, c'est que les différentes entreprises comprennent ce que c'est que l'intelligence artificielle, à quoi ça peut servir et quels sont les usages réels de ces technos. Et du coup, nous, c'est vraiment pour ça qu'on va présenter l'IA par l'usage principalement et sans rentrer tout le temps dans le détail technique. La plupart du temps, ça ne va pas être intéressant et on va perdre les gens quand on veut vraiment expliquer comment on a fait les différentes méthodes algorithmiques qu'on a choisies. Ça ne va pas être super intéressant. C'est plutôt quel était le problème, le contexte, qu'est-ce qu'on a proposé comme solution, qu'est-ce qu'elle a apporté comme bénéfice, et après, comment s'est passé globalement le projet. Et ça, vous pouvez le retrouver en fait sur notre site web, dans la catégorie réalisation, où à chaque fois on détaille un petit peu comment on a bossé avec notre client, d'où on est parti, où est-ce qu'on est arrivé. Et donc, comme je disais aussi, on a à cœur de vraiment réduire le fossé métier qui existe entre notre client et nous-mêmes. Donc, nous, on est data scientist, notre client, il va être expert métier. On n'a pas les mêmes glossaires, on n'a pas les mêmes connaissances. Et donc, il y a une première phase où on va vraiment apprendre à se connaître et être sûr qu'on parle le même langage. Et une fois que c'est fait, derrière, en général, ça roule. Donc, on met en place de nombreuses actions pour on va dire, éduquer les gens à l'IA. Donc, on produit beaucoup d'articles qui vont être des fois thématiques, qui vont des fois présenter, comme je le disais, des avancées scientifiques. Des fois aussi qui vont éveiller notamment des dirigeants sur est-ce que l'IA c'est fait pour eux, est-ce qu'ils remplissent les prérequis, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir l'esprit au niveau ROI sur plus que du financier, parce qu'en fait l'impact de l'IA, certes il va être financier, mais pas que. Il va y avoir des impacts marketing au niveau de l'image aussi, au niveau de l'engagement des équipes, du recrutement. Ça a des répercussions qui sont bien plus larges que le seul impact financier, par exemple. On fait aussi, donc depuis 1 an maintenant, des podcasts. Donc, on a lancé une série de podcasts, une chaîne qui s'appelle IA Cognito, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcasts. Et là, on est en train de préparer la saison 2, qui arrive très rapidement d'ici cette fin d'année. Là, on va rentrer sur les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas.
On fait également beaucoup de vidéos. Donc, la plupart, ça va être des replays de différentes manifestations, conférences ou webinars, où on va expliquer l'IA de manière thématique, comment elle s'applique à un domaine particulier. La dernière fois, c'était sur les dispositifs médicaux. Donc, on avait fait quelque chose en partenariat avec notre partenaire SQI, qui est lui plus spécialisé, par exemple, sur l'industrialisation du code et la réglementation autour des dispositifs médicaux et l'intégration de l'IA dedans. Et après, on fait également beaucoup d'interventions, donc physiques, auprès des entreprises, mais pas que. On va également dans les écoles. Donc là, voilà, on a un petit exemple de quelques écoles auprès desquelles on intervient pour présenter l'IA à différents types d'étudiants qui sont dans différentes filières. Et en fait, on va faire des interventions qui sont ciblées sur leur filière, à quoi va servir l'IA dans leur métier dans le futur, quels sont les impacts de l'IA dès à présent sur leur filière. Et du coup, c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. À chaque fois, on est super bien reçus, on a de super retours. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer encore de développer parce que nous, on prend notre pied aussi à se retrouver de l'autre côté. On est plutôt une équipe jeune, donc on se souvient encore très bien de nos années d'études. Et c'est plutôt cool de se retrouver de l'autre côté, de se reprojeter, de se souvenir de comment on était quand on était étudiant. Et on monte aussi notamment des belles actions avec certaines associations, mais j'y reviendrai juste après. Donc là, j'ai pas vu de nouvelles questions, donc je vais embrayer sur la suite, parce que je vois aussi que le chrono tourne. Du coup, je vais rapidement vous présenter les offres qu'on a à Néovision. Donc, tout d'abord, on vient vraiment du sur-mesure. Donc, on a toute une panoplie d'offres, de services qui se divisent en 4 grandes parties. Donc, on a une offre de formation où on va faire de la formation donc, sur mesure en fonction du besoin d'un client qui veut monter en compétences, par exemple. Ou des fois, on va faire aussi de la formation sur les technologies qu'on a créées. Par exemple, on a créé une technologie il y a 1 an. Ils ont staffé une équipe de data scientists. Ils veulent qu'on les forme sur les technologies qu'on avait utilisées et leurs évolutions potentielles par rapport à la technologie créée. Et ben là, on va mettre en place tout un parcours de formation pour ces gens-là. Et il y a des nouveautés qui sont à venir justement sur ce type d'offre. Je vous en parlerai juste après. On fait également donc, des offres d'accompagnement stratégique où on va faire du pilotage stratégique pour nos clients. On va retrouver également dans cette offre le diagnostic data IA pour vraiment faire émerger les bons projets. On va également faire de l'accompagnement en fait, de dirigeants, de l'accompagnement également technique. Quand une entreprise a déjà une équipe, on va la superviser pour donner des éléments de réponse, les orienter vers, selon nous, la meilleure orientation technologique. Ensuite, donc, une offre de conception et de test. Donc là, c'est la phase d'étude et de prototypage, pour faire simple. Le but, c'est vraiment de partir de faire l'étude, s'assurer que c'est faisable, faire les premiers tests, aller jusqu'au prototype, qu'on puisse mettre entre les mains de notre client. Ensuite, une gamme d'offres pour la mise en production. Donc, on va potentiellement faire des audits. Par exemple, on a des clients qui, des fois, ont déjà travaillé avec des sociétés ou qui ont essayé de faire des choses en interne, mais ils savent pas en fait juger la qualité du travail déjà fait. Et du coup, on va venir faire un audit de ce qui existe. Et ensuite, on va concrètement faire du développement pour industrialiser des technologies ou les optimiser avant. Le but, c'est vraiment, avec ces offres-là, d'arriver avec une technologie sur le marché et qu'elle puisse commencer à générer un ROI réel. Outre cette offre de services sur mesure, on a donc des socles technologiques de reconnaissance d'image, de lecture de caractères, donc d'OCR et de caractérisation d'activité. Pour notre technologie de reconnaissance d'image, c'est celle qu'on utilise donc pour la reconnaissance de bouteilles de vin. On l'a intégrée aussi dans une application qu'on a développée de A à Z pour le Street Art Fest de Grenoble. Donc, on a fait une application qui va venir cartographier toutes les œuvres présentes dans la ville. Et lorsqu'on prend en photo une œuvre, on va la reconnaître automatiquement et ça va donner toutes les informations sur cette œuvre-là. Et c'est également une technologie qu'on utilise pour faire la recherche visuelle sur la plateforme, la détection de contrefaçon. Donc cette techno, elle va être spécifiable tant sur les tâches que sur les données. On va pouvoir faire de la recherche visuelle, de la classification, de la détection, de la segmentation. On a différents modules. Et elle est aujourd'hui bien performante et éprouvée puisqu'on l'a utilisée sur plusieurs projets clients. Notre technologie OCR, là aussi, on va pouvoir la spécifier. On va juste pouvoir des fois extraire des caractères sans les
les lier et du coup leur donner une dimension sémantique. Mais on va pouvoir également faire ce travail de sémantique, réussir à créer en fait des entités nommées, par exemple, faire de l'extraction. Donc on se rapproche un petit peu du NLP là, notamment sur des contrats, par exemple, on a travaillé dessus. Donc elle va être efficace sur des données plutôt complexes. On ne va pas cibler les débouchés type PDF ou venir faire la lecture de caractères noirs sur fond blanc. Là, il y a des choses qui sont déjà très bien sur le marché et on n'a pas envie d'aller réinventer l'eau chaude. Nous, on va plutôt se concentrer sur des images complexes et des caractères complexes. Et enfin, pour la caractérisation d'activité, là aussi, on va pouvoir la spécifier sur les tâches et les données. Elle est multimodale, elle va marcher sur des images RGB, mais aussi sur des images infrarouges. Du coup, on l'a utilisé sur de nombreux projets. On a même réussi à l'embarquer avec ST Microelectronics, qui avait développé un composant, un accélérateur de réseau de neurones. Et du coup, pour démontrer la performance de ce composant, ils nous ont demandé d'intégrer une démo de détection et de comptage de personnes sur des images infrarouges. C'est ce qu'on voit en bas à gauche. C'est une démo qu'on avait amenée au MWC, Mobile World Congress à Barcelone. Outre ces socles technologiques, on a aussi donc un soft qui est plutôt à destination des data scientists. En fait, on est parti d'un besoin interne, c'était celui d'avoir un bon outil de data mining et d'exploration de données, de visualisation de données. Et du coup, avec Tadaviz, en fait, on a essayé de regrouper toutes ces fonctionnalités. Donc, avec cet outil, on va pouvoir projeter des données complexes avec de multiparamètres sur un environnement, une projection 2D de ces données-là. On va pouvoir détecter des corrélations, détecter des outliers, faire du clustering également, et faire de l'annotation de grands volumes de données. En quelques clics, on va pouvoir annoter pour de la classification des centaines de données, donc là, plutôt visuelles, mais on est en train de travailler sur l'intégration de d'autres types de données, pas seulement des images, mais des données tabulaires, du texte, par exemple, aussi. Ça, c'est un outil qu'on peut aussi personnaliser pour un client en fonction des données qu'il a en sa possession. On va faire des petits développements ad hoc pour le spécifier. Et on propose également donc l'utilisation d'un outil qui est open source. Donc toutes les personnes qui travaillent dans la computer vision doivent le connaître, je pense. C'est un outil qui est vraiment chouette, ça s'appelle CEVAT. C'est un outil d'annotation visuelle. Et du coup, nous, en fait, on va intégrer, il donne déjà cette possibilité, on va intégrer des modèles de deep learning et de computer vision directement dans l'outil pour automatiser en partie cette tâche d'annotation. Une fois intégré, on va former nos clients sur l'utilisation de ces VAT et du coup, ils vont pouvoir faire de la notation de qualité en autonomie, ce qui nous permet, nous, de dégager du temps sur les projets et pas faire de la notation à un prix qui serait pas vraiment concurrentiel. Et le client, il a la main, c'est lui qui a l'expertise aussi sur la notation de ces données. C'est important que ce soit lui qui puisse les interpréter. Voilà pour les offres qu'on propose à Neovision. Je ne crois pas qu'on ait eu de questions. On n'en a pas, du coup, je vais continuer sur les dernières actus et nouveautés du côté de Neovision. Donc, tout d'abord, on a signé un partenariat avec BrainCube, une société qui avait fait parler d'elle il y a deux ou 3 ans, je ne sais plus, qui avait fait une belle levée de fonds, qui est située à Clermont-Ferrand, et qui en fait propose une plateforme de collecte de données industrielles. Donc, ils vont venir capter les données, ils les collectent, ils les structurent, ils vont créer des data lakes pour qu'ensuite ces données soient utilisées. Donc, ils ont toute une suite d'applications de business intelligence et de visualisation de données. Et nous, en fait, on leur apporte nos technos de computer vision pour traiter des données visuelles, ce qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'à maintenant. Et du coup, voilà, on a une belle complémentarité. Nous, on s'assure, lorsqu'on travaille avec des clients de BrainCube, d'avoir des données qui soient accessibles. Et eux, ils s'assurent de pouvoir développer des applications de computer vision qui leur manquaient au catalogue pour l'instant. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait un petit peu de spoiler. On a la saison 2 de IA Cognito qui arrive très vite, avec là les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Donc, le premier épisode portera, je vous le dis en avant-première, sur la computer vision, sans grande surprise. On traitera aussi la recherche opérationnelle, le NLP, dans ces épisodes.
On lance pour la 2e année consécutive un challenge Data IA avec l'ENSIMAG, donc une école de Grenoble INP, vraiment spécialisée sur l'informatique et les mathématiques appliquées. Et du coup, en fait, ça va de pair avec la création d'une association dans cette école spécialisée en intelligence artificielle qui vise en fait à mettre le pied à l'étrier des étudiants pour l'IA. Du coup, on crée un challenge. L'année dernière, c'était sur de l'OCR. Cette année, on va plutôt partir sur un challenge portant sur de la classification et de la segmentation d'images. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux étudiants et ça commence à un petit peu s'ébruiter puisqu'on retrouve des références à ce challenge dans les offres, dans les candidatures que reçoivent nos clients et que nous soumettent nos clients pour savoir si c'est un bon candidat ou pas. Les candidats maintenant mentionnent ce challenge, donc on n'était pas peu fiers avec Étienne, notre directeur R&D. On lance également un catalogue de formations, qui ne seront plus uniquement sur mesure, mais des formations qu'on viendra juste spécifier sur le métier des personnes à former, de notre client. On aura des formations, en fait, 2 volets, des formations techniques, pour présenter des états de l'art, pour représenter les dernières avancées concrètes et des applications en computer vision ou en recherche opérationnelle, en deep learning et machine learning, et des formations plus à destination des managers, dirigeants et fonctions support pour les acculturer à l'IA et vraiment les aider à comprendre ce que l'IA peut leur apporter et comment mener un projet IA en interne. Par exemple, pour les chefs de projet, ça sera vraiment le but. On aura une formation qui s'appellera devenir chef de projet IA, par exemple. On a Tadavis aussi qu'on va mettre sur le marché. Jusqu'à maintenant, on l'utilisait en interne, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les besoins qu'on avait, ils étaient majoritairement partagés par nos confrères et même les équipes internes chez nos clients. Et du coup, en fait, on a décidé d'ouvrir ce soft qui marche très bien chez nous et qui, du coup, devrait apporter une vraie valeur aussi pour tous les data scientists ayant besoin d'un outil de data mining. J'en ai fini. J'ai plus beaucoup de salive. J'espère que j'ai été le plus clair possible, que vous avez une bonne idée de qui on est à Neovision, de ce qu'on peut proposer. Et je suis encore à vous pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, pour cette magnifique présentation de votre très, très belle entreprise. On voit des modalités d'intervention très riches et variées, de la R&D à la pédagogie, en passant par des projets très opérationnels auprès de vos clients, et puis aussi tous ces domaines d'intervention, le médical, la confection, la Smart City. C'est vraiment magnifique et on est ravis de vous avoir au Hub. J'invite les participants aussi à ne pas hésiter à continuer de diffuser le lien de ce webinaire, puisqu'en fait, il est accessible en replay. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, ils peuvent tout à fait accéder à cette belle présentation. Merci encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, autrement, je vous invite à notre dernier webinaire, Un jour une startup. Ce sera dans un tout autre domaine avec Converso, comment automatiser votre support employé ou client avec un agent conversationnel intelligent. Ce sera donc le 9 novembre de 11h à midi. Voilà. En tout cas, Mathieu, merci beaucoup. Merci à Neovision et très bonne journée à tous. Merci à vous, merci pour votre attention et à très bientôt, j'espère. Je vous souhaite une bonne journée.